Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Alors, pour cette 36e semaine de vlog, je suis un petit peu à la bourre parce que je pensais prendre la caméra vendredi pour vous faire donc un film, un vlog sur vendredi, samedi, dimanche et donc le conclure aujourd'hui lundi. Et au final, je n'ai pas eu le temps de prendre la caméra, je me suis laissée un petit peu submerger par mon quotidien, donc du coup ce sera un vlog en une prise. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, hein, vous le savez, je suis une pipelette. Une très très grande pipelette, et donc même quand j'ai juste un petit update lecture à vous faire, je vous parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, et je pense que ce sera un vlog du coup plus court que d'habitude, mais quand même avec du contenu et intéressant. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, donc j'étais en pleine lecture du tome 2 des Lions de Venise de Mireille Calmel. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon vlog précédent et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Eh bien, j'ai enfin terminé ce bouquin. Je l'ai terminé vendredi soir et je peux vous dire que je suis ravie de l'avoir terminé parce que c'est une déception. Alors, on n'est pas non plus sur un très très gros échec, hein. On est dans du Mireille Calmel, donc le livre est quand même prenant, c'est un roman d'aventure historique, c'est prenant, les personnages sont agréables, on est pris dans l'intrigue, on est pris dans l'histoire, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est quand même une histoire agréable. En revanche, grosse déception sur la conclusion de cette histoire. Donc ici, on est dans un tome 2, et donc on suit la suite des histoires, des aventures de Lucia. Donc Lucia habite à Venise, c'est la fille d'un imprimeur, et un beau jour, une courtisane vient chez son père avec une matrice qu'elle souhaite faire imprimer en 2 exemplaires, sauf que le papa de Lucia reconnaît la gravure et en fait cette gravure appartenait à son papa à lui, donc au grand-père de Lucia. Et donc il décide de faire une copie de la matrice pour garder l'original pour lui et imprimer la copie et remettre la copie à la courtisane, sauf qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce travail. Son imprimerie est brûlée, est incendiée par des brigands et il se fait enlever et tout ça sous les yeux de Lucia. Ensuite, Lucia se pose des questions. Qui est cette mystérieuse courtisane? Pourquoi est-ce qu'on brûle l'imprimerie, on enlève mon père suite au dépôt de cette gravure? Et donc, elle va commencer à faire ses recherches et à infiltrer les hautes sphères de la société vénitienne pour découvrir quels sont les secrets qui entourent cette gravure. Et donc, dans ce 2e tome, on suit les aventures et on est censé recevoir toutes les réponses à nos questions. Donc, quelle est cette gravure? À quoi sert-elle? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tuer, incendier, enlever des personnes pour elle? Quels sont les mystères qui... Voilà, vraiment, on est censé avoir toutes les réponses liées autour du mystère qui entoure cette gravure. Alors, les réponses, on les reçoit. Je trouve que pour une fois dans un livre de Mireille Calmel, on reçoit presque toutes les réponses à nos questions. Alors, il y a des réponses que l'on reçoit que je trouve ne sont pas assez fouillées, ne sont pas assez approfondies. Et donc, en fait, on a la réponse, mais on a plus de questions qui nous viennent en tête après avoir reçu les réponses. En fait, je trouve que ce n'est pas assez approfondi pour vraiment tout conclure, avec un vrai point final. Et le reste des informations qui sont apportées... à nos questions. Ouais. Vraiment, c'est j'ai envie de dire d'un ulysisme. En tout cas, je suis vraiment déçue. C'est, je trouve, facilement amené. Par exemple, il y a un mystère qui entoure donc la famille de Lucia. Et on a les réponses à ce mystère parce qu'il y a un personnage qui va commencer à tout expliquer à un autre personnage. Vous voyez un petit peu ce genre de déroulement hyper facile où toute la documentation, toutes les informations passent dans un dialogue, mais pas vraiment dans un dialogue, plutôt dans un monologue, où en fait il y en a un qui va raconter l'histoire pendant 3 pages, il va parler et expliquer un petit peu le pourquoi du comment de certaines affaires. Voilà, typiquement. D'autres questions se résolvent par magie, mais vraiment par magie, hein, donc voilà. Un côté très 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 surnaturel qui apparaît quand même, je trouve, un petit peu comme un cheveu dans la soupe.
Et alors, il y a aussi, je trouve, des facilités narratives et des incohérences. Voilà, c'est vraiment, j'ai plusieurs fois à la fin, donc sur les 100 dernières pages, j'ai levé un petit peu les yeux au ciel parce que j'ai envie de dire tout ça pour ça. Le livre fait quand même 520 pages. Clairement, t'aurais pu tout boucler en 250 pages, quoi. Ça nous aurait évité de perdre du temps pour rien. Clairement, autant t'es bien dans un livre de Mireille Calmel, mais pour avoir... Enfin, lire tout ça pour avoir des réponses, mais qui ne sont pas assez satisfaisantes, ou en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, que l'autrice a écrit son livre, s'est laissée emporter par voilà, l'histoire, les aventures, etc. Et puis qu'elle s'est fait oh, merde, en fait, ouais, il faut que je conclue mon histoire. Ok, t'es fini, et t'es bien. Non, 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 c'est pas bien. Et donc, bah voilà, tout ça pour ça, c'est super décevant. Ouais, en plus, dernière chose aussi que j'ai trouvé totalement incohérente, l'histoire se déroule quand même, il me semble, sur 3 ans et demi, 4 ans. On a des personnages pardon, qui se détestent depuis le début de l'histoire. Leur haine s'attise au fur et à mesure du temps. Et elles se réconcilient à la fin du roman juste en un clin d'œil parce qu'en fait elles remarquent qu'elles ont des ennemis communs. Et donc du coup, ben, je ne t'aimais pas, mais maintenant je t'aime bien vu qu'on fait front commun contre notre ennemi. Et là, elles se réconcilient, elles mangent ensemble, elles partagent un repas, elles rigolent, tout est bien qui finit bien, tout le monde est heureux dans le meilleur du monde et tout est résolu. Ouais. Donc, voilà pour mon avis final. Ce que je craignais par rapport à ce tome 2, bah, c'est avéré vrai. En fait, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes précédents vlogs. Le problème dans les livres de Mireille Calmel, donc là c'est la troisième duologie que je lis de cette autrice. Et en fait, à chaque fois, les récits sont extrêmement prenants, mais les fins, et surtout les tomes 2, sont extrêmement décevants. Et à chaque fois, c'est la 3e fois que j'ai le problème. Bon, après, comme dit hein, l'adage, jamais 203, pardon, et peut-être que les prochains seront mieux. Mais honnêtement, j'en doute. Parce que j'ai lu des duologies à différents stades de sa carrière d'autrice. Et au final, c'est toujours la même chose. Donc je pense que bah, je vais devoir me résigner. Parce que j'ai quand même envie de continuer les récits de Mireille Calmel, parce que c'est quand même des romans d'aventure, c'est quand même des romans avec des personnages féminins forts. Alors c'est très manichéen et très monde des bisounours, où les gentils sont gentils et les méchants sont très méchants. Mais bon voilà, ça reste un roman divertissant et ça reste des histoires agréables malgré tout. Mais je vais devoir me faire à l'idée que les 2e tomes et surtout les conclusions des histoires sont à chaque fois un petit peu bâclées, en tout cas à mes yeux, et un petit peu décevantes. Donc voilà pour mon avis final sur les Lionnes de Venise de Mireille Calmel. Ouais, bref, une petite déception quoi. Sinon, pour mettre un petit peu de baume au cœur et un petit peu de joie dans ce nouveau vlog, samedi, c'était Réunion Book Club et Réunion Book Club spécial Noël. Et pour l'occasion, en fait, on avait fait un Secret Santa. Donc en fait on avait fait avec mes copines une wishlist de 10 livres et puis ensuite voilà on les avait postés sur notre groupe de conversation et la personne qui nous avait pioché devait prendre au moins un livre dans cette wishlist là. Plus des petits goodies à côté et donc ben déjà c'était un week-end, enfin un book club extrêmement sympa parce que pour l'occasion nous sommes allés à Metz faire le marché de Noël et également bah, les librairies et les différentes boutiques. Donc c'était vraiment très très sympa. Bien évidemment, on est allé en librairie, donc je ne suis pas ressortie les mains vides, malgré les petits cadeaux que j'ai reçus. Alors, au niveau de mes cadeaux, j'ai reçu donc mon Secret Santa, c'était Stéphanie, et elle m'a offert 2 livres de ma wishlist. Donc nous avons d'abord un Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le 3e tome de la saga de Marcus Goldman. Donc Marcus Goldman que l'on a découvert dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais lu il y a quelques mois déjà, je l'avais lu en mai. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans un précédent vlog, donc écoutez, si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, je vous invite à aller le voir. Alors ici, nous sommes en avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit.
le sergent Perry Gallowwood de la police d'État du New Hampshire est persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Ah bah, je vais vous dire, j'ai le tome 2, donc le livre des Baltimore, dans ma palle, mais j'avoue que le résumé de celui-ci me donne beaucoup plus envie que le livre des Baltimore. J'ai l'impression que l'on va un petit peu retrouver la manière d'écrire, la manière peut-être de construire l'histoire que j'avais particulièrement appréciée dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On est clairement dans un cold case des années plus tard pour essayer de faire la vérité sur une affaire, donc ici en l'occurrence l'affaire Alaska Sanders, et j'avoue que ça me donne très envie. Donc je pense que ce livre-là va rejoindre le haut de ma palle, juste ici, sur la première étagère, parce que je pense qu'il ne va pas tarder à sortir. Hein. Clairement, le résumé me donne fortement envie. Et en fait, moi, Joël Dicker, donc je l'avais découvert justement avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que mes copines Stéphanie et Sophie m'avaient poussé à lire, parce qu'en fait c'était un livre que j'avais acheté il y a déjà quelques années et je sais pas pourquoi je l'avais jamais sorti de ma palle. Je pense clairement parce qu'en fait c'est un pavé et très souvent quand un livre, on en parle énormément dans les médias, ça avait été adapté en série et je sais qu'il était un petit peu encensé sur les réseaux sociaux. Très souvent moi je me méfie de ce genre de romans et donc je pense que c'est pour ça que je l'avais laissé traîner, mais en tout cas heureusement que mes copines m'ont encouragée à le sortir parce que c'était une très très chouette lecture. Mais comme je vous l'ai dit, allez voir mon vlog que je vous ai mis dans le petit i pour en savoir plus sur mon avis. Je fais une petite pause thé parce que je remarque que ça fait déjà quand même 12 minutes que je blablate et j'ai encore de quoi faire. Je vous l'ai dit, parfois juste un rush, ce sera suffisant pour avoir un vlog avec beaucoup de contenu. Et cette fois-ci, livresque pas, point culture, présentation de lampe, parce que je sais très bien que Sophie, ma copine de book club, du compte Instagram The Curiosity of S, est-ce que j'ai encore besoin de vous la présenter? Elle se moque beaucoup de moi à ce sujet-là, genre « Oh oui, nous avons un vlog de 45 minutes et Nono, elle nous parle juste pendant 10 minutes de livres et le reste, c'est de marque-pages, de cartes postales, de séjours, de ses vacances ou alors elle nous présente une lampe de lecture, c'est nul. » Terrible, toujours à me critiquer celle-là. Et si tu passes par là, ma petite Sophie, je te fais des gros bisous. Je te taquine, elle aime bien me taquiner. On se le rend bien, on se le rend bien. Bref, bon, allez, petite pause thé. Cette fois-ci, je bois le Rooibos de Noël du Palais d'été. J'avais reçu un coffret avec 4 thés de Noël. Et franchement, il est très goûtu, il est très très sympa. Sinon, donc le deuxième livre que j'ai reçu de la part de Stéphanie dans mon Secret Santa, c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ici, c'est la sœur du soleil. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, elle est trop bien. Franchement, encore une fois, c'est un livre que... c'est une saga que j'ai découverte grâce à mes copines de book club Stéphanie et Sophie, qui m'ont également fortement encouragée à lire le tome 1. D'ailleurs, une fois, lors de l'une de nos sorties en librairie, elles ont carrément pris le tome 1 dans le rayon et me l'ont mis dans les mains en disant « Tu ne sors pas de la librairie sans avoir acheté ce tome-là ». Et je l'ai lu en 2023, en juillet 2023. Et le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. Et depuis, je continue la saga. Je vous ai parlé d'ailleurs de mon avis lecture sur le tome, si je ne dis pas de bêtises, sur le tome 4. Oui, sur le tome 4, que je vous mettrai d'ailleurs juste ici, dans le petit i. Et donc, j'ai envie de continuer la saga. Donc, il y a quelques semaines, j'ai acheté le tome 5. Et forcément, pour continuer ma collection, j'ai mis le tome 6 dans ma wishlist. Alors, dans cette saga, en fait... dans le premier tome, on apprend qu'un riche milliardaire, je pense qu'il est milliardaire ou millionnaire, enfin bref, un monsieur qui a beaucoup d'argent, a adopté 7 filles, d'où la saga des 7 sœurs, qui a adopté 7 filles mais dans différents pays. Donc il y en a une qu'il est allé chercher en Norvège, l'autre au Brésil, une autre en Australie, etc. Voilà, il a adopté vraiment des filles de partout dans le monde.
Et en décédant, il va leur remettre une lettre et un indice pour qu'elles puissent retrouver les traces de leurs origines. Et donc dans chaque tome est dédié à une sœur, de la plus âgée jusqu'à la plus jeune. Et on va suivre donc l'histoire de cette sœur qui part à la recherche de ses origines. Et en parallèle, donc c'est une saga à double temporalité, on va suivre l'histoire d'un membre de la famille de cette sœur au passé. Donc par exemple, dans le premier, on va être entre le Maya qui va aller au Brésil pour rechercher les traces de sa famille, et au passé, on va suivre donc une Brésilienne qui va partir à Paris, qui va être immergée dans le milieu de l'art parisien début du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, et donc dans chaque tome, on va suivre comme ça cette double temporalité et comprendre ensuite quel est le lien qui unit la personne que l'on suit au passé par rapport à la sœur qui a donc été adoptée par ce fameux Passolt. Et donc ici, dans le 6e tome, on va suivre, elle s'appelle Electra. Et il me semble que ça se passe au Kenya. Donc je vais vous lire le résumé, parce qu'en fait... même si je pense qu'il est mieux de lire la saga dans l'ordre, vu qu'il y a quand même des références. Donc dans le 2e tome, il y a des références au premier, on va aborder certaines choses que l'on va retrouver dans le 3e, puis dans le 4e, etc. Donc il y a quand même des liens entre les différents tomes, mais je pense que les résumés de le 4e de couverture ne va pas vous spoiler l'histoire, vu que chaque tome est quand même en un sens indépendant, vu qu'on va suivre une sœur en particulier et ses origines, et donc on n'a pas vraiment de... Voilà, ça va pas être spoilant, quoi. Alors, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire, donc il est bien milliardaire, qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Electra d'Alpiez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. La vie semble sourire à Electra, la 6e sœur, mannequin le plus en vue de la planète. Elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de Passolt. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui se dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur d'une tribu Maasai. La Sœur du Soleil est le 6e tome de la série Événements les 7 Sœurs qui a conquis 30 millions de lecteurs dans le monde à travers ses romans au souffle unique peuplé de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent créant un genre littéraire à part entière. Alors ça, c'est un excellent résumé parce que effectivement, ces romans, il y a toujours une histoire d'amour, hein. D'ailleurs, qui arrive très très rapidement, hein, dans la vraie vie. Voilà, ça se passe pas comme ça, les histoires d'amour. Et c'est à chaque fois des histoires dramatiques. Voilà, il y a à chaque fois des petits drames qui ponctuent ces histoires d'amour. Et c'est vrai que c'est un style, bon, je dirais pas particulier à cette autrice, mais voilà, c'est un genre en tout cas particulier de roman d'amour, roman d'aventure, roman historique, mais également à finalité dramatique, parce que bah, forcément, même si in fine tout est bien qui finit bien, bah, il faut quand même qu'il y ait un petit chemin semé d'embûches, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc voilà pour ce 6e tome que j'ai hâte de lire. D'autant plus qu'avec mon mari, on va partir l'année prochaine en Tanzanie. On hésitait entre le Kenya et la Tanzanie, mais au final, notre choix s'est porté sur la Tanzanie. Et donc, ben, du coup, comme on va également partir à la rencontre de tribus Maasai, ben, j'ai hâte d'avoir un avant-goût de ce voyage en lisant ce livre. Et ben, de toute manière, c'est pas le prochain tome que je sortirai de ma palle parce que je dois encore lire le 5 avant celui-ci. Mais voilà, je sais très bien que pareil, je pense qu'il ne va pas faire très très long feu dans ma palle. Parce qu'en plus, Electra, c'est la sœur qui m'intrigue le plus. Vraiment, je la trouve tellement exubérante, tellement à part par rapport aux autres sœurs, que j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. En plus, là, les sujets sont quand même assez forts, emportés dans la spirale infernale de la drogue et l'alcool. Ça, on n'avait pas vu, hein. Déjà, avec les autres sœurs, c'est toutes des personnes, en tout cas des filles assez sages, assez, enfin, qui se tiennent bien, qui ont parfois une certaine exubérance, mais qui sont quand même pas non plus fifolle, quoi. Donc là, d'avoir la sœur la plus pétillante, la plus électrique et la plus... comment dire, la plus peut-être instable. Ouais, je pense que ça va être très intéressant et en tout cas, c'est une belle brique, hein. Je sais pas combien il fait.
951 pages, je pense, un peu moins, parce que là, c'est les remerciements. 945 pages. Ouais. Très, 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 très beau bébé. Donc, voilà pour mon deuxième cadeau que je mets également en haut de ma pile, juste ici. Sinon, je vous l'ai dit également lors de notre petit book club à Metz, nous sommes passés en librairie et bien évidemment, je ne suis pas ressortie les mains vides et j'ai pris avec moi 4 livres. J'ai emporté 4 livres. Alors, on va commencer par celui qui est tout au-dessus. Alors, je sais que ça change énormément des livres que j'ai l'habitude de vous présenter par ici. Donc j'ai pris La femme en moi de Britney Spears, hein, qui est sa fameuse biographie qui a fait tant parler d'elle à sa sortie. Alors, c'est un peu un livre particulier, mais en fait, je le lis. Enfin, je compte le lire parce qu'en fait, l'année dernière, avec Stéphanie et Sophie, on s'est toutes les 3 donné des challenges de lecture. Et l'un de mes challenges, celui qui m'a été donné par Sophie, c'était de lire une biographie. Et elle m'a dit, attention, je te connais, un petit troublard que tu es, je ne veux pas que tu lises des biographies de personnalités qui sont décédées, ou en tout cas de personnalités anciennes. Parce que c'est clair que si j'avais le choix, j'aurais préféré prendre la biographie d'Aliénor d'Aquitaine, ou de Magellan, ou de Marie-Antoinette, plutôt que d'un personnage contemporain. C'est pas vraiment mon... Voilà, déjà les biographies, c'est pas du tout mon style de lecture, mais encore plus si c'est des biographies contemporaines. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir, mince, quel personnage pourrait m'intéresser? Et en fait, j'ai ma copine Lucie, d'ailleurs, coucou Lucie, si tu passes par là, qui a lu ce livre, je pense, en début d'année. Et elle m'avait dit qu'elle avait été agréablement surprise par ce livre-là parce que c'était au final un chouette roman, une chouette biographie qui était quand même relativement pudique, mais qui dévoilait pas mal de choses sur la vie de Britney Spears, qu'elle avait bien aimé le style, qu'elle avait bien aimé comment son histoire avait été racontée. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu titillée et je me suis dit, ben voilà, étant donné que je dois lire la biographie d'une personne contemporaine, ben pourquoi pas lire celle de Britney. J'avoue que c'est quand même, moi qui suis née dans les années 90, hein, Britney Spears, c'est une icône, c'est clairement the icône de mon enfance et j'avoue que son destin, je le trouve extrêmement triste, extrêmement tragique. Elle me fait quand même de la peine et j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur son histoire, son passé et comment on est arrivé à cette tutelle et à tous les événements qui lui sont malheureusement arrivés. Donc voilà pour mon premier achat et en plus, je dois bien avouer, j'aime bien ce bouquin. Déjà, on a le Britney Spears et le livre de poche comme ça qui est en rose brillant métallique et puis le jaspage là, c'est un peu kitsch, hein, je l'admets. Mais c'est rose et c'est vachement mignon, je trouve. C'est vraiment bien fait. Le travail éditorial, il est vraiment cool. L'intérieur qui est rose pétant aussi, rose Barbie comme ça. J'aime beaucoup. Et puis, je trouve aussi que la photo est extrêmement jolie. C'est très très beau en noir et blanc comme ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un beau livre-objet. Donc, voilà pour mon premier achat. Ensuite, mon deuxième achat. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans les vlogs précédents, mais je suis un petit peu dans ma phase en ce moment, hein, nous sommes en décembre, Noël approche, et j'ai envie de lire pas mal de petites romances de Noël. Et donc du coup, j'ai craqué, hein. J'ai pris une nouvelle romance de Noël en espérant qu'elle soit un petit peu moins spicy et... Voilà, que un Highlander sous le sapin, hein. Je vous en ai parlé dans l'un de mes précédents vlogs que je vous mettrai d'ailleurs juste ici. J'avais bien aimé cette lecture, mais je n'avais pas trop apprécié le décalage qu'il y avait entre l'histoire et certaines sexes que j'avais... certaines sexes... lapsus, certaines scènes de sexe, pardon, que j'avais trouvé un petit peu trop détaillées et surtout avec un langage un petit peu trop cru à mon goût. Et que voilà, ça m'avait un petit peu... entre guillemets choquée. Mais voilà, je me suis pas laissée abattre, je me suis pas laissée décourager, je me suis dit, bon, voilà, c'est un livre parmi tant d'autres, vas-y, pardon, essaye sans... Mais décidément, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais boire une petite gorgée parce que là, ça ne va plus, hein. Je me suis dit, vas-y, essaye-en un autre. Voilà, ça va mieux.
Le thé, le remède à tous vos soucis. Et je suis tombée sur celui-là, donc 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Marati, donc aux éditions J'ai lu. Donc encore une fois, le travail éditorial est magnifique. La couverture est très très belle. Et en fait, c'est clairement le titre qui m'a attirée parce que ça m'a fait penser au film avec Kate Hudson et Matthew McConaughey, donc Comment se faire larguer en 10 leçons. Ça m'a fait fortement penser à ça, et puis j'ai lu le résumé et il m'a convaincue, donc je me suis dit, allez, vas-y, embarque-le avec toi. Donc, le résumé, c'est « Ma belle est atterrée. Par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo. Son fantasque patron, Kael Cornish, lui propose de passer les fêtes dans sa famille et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Jusqu'à ce que, une fois sur place, elle découvre le poteau rose. Voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Ma belle refuse d'entrer dans la combine, mais comble de l'absurde, les Cornish ne croient pas à leur soi-disant rupture. Commence alors un jeu dangereux. Prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Donc une petite romance où on retrouve la fameuse trope des romans de Noël, un petit peu enemy to lover, hein, cette fois-ci sous une autre forme. On n'est pas, enfin j'ai pas l'impression en tout cas en lisant le résumé, que ma belle déteste son patron, c'est juste que là, il est spécial et voilà. Mais on retrouve quand même un petit peu ce enemy to lover, ce faux couple, cette espèce de faux semblant, voilà, qu'il y a entre les différents personnages qui ne s'attirent pas ou qui ne s'apprécient pas ou qui ne s'aiment pas au début. Mais on sait très bien qu'au fur et à mesure que le roman va avancer, eh bien, il va se passer un petit rapprochement. En tout cas, je l'espère. Pas trop cru, pas trop bestial non plus, hein, pas comme dans Highlander sous le sapin, mais voilà, j'espère quand même que ce sera une petite romance des familles très très agréable. Et donc voilà, donc j'ai décidé que d'emporter ce livre avec moi, et ma foi, pareil, je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle. Voilà, je le mets directement là aussi en haut. Et sinon, par rapport à mes autres achats, alors là, clairement, on est parti sur un achat un petit peu... Vous allez comprendre. J'ai pris des petits mangas avec des chats. Alors, donc, c'est les mangas Chi, ou Chi, je sais pas comment ça se prononce, Une vie de chat. Donc, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et là, clairement... J'ai pris ce manga-là parce que je le trouve trop choupinou. Donc en fait, c'est un manga mais qui se lit comme à l'européenne, quoi. Voilà, à l'occidentale. Comme ça, normalement. Et en plus, en fait, c'est un manga coloré. Mais je trouve que les dessins sont trop mignons. Chi, il est trop choupi. C'est vraiment frais, divertissant. Alors là, on est clairement pour... c'est un manga pour enfants. Hein. Clairement, on n'est pas au niveau de Chat des rues, on n'est pas au niveau des autres mangas. Là, on sent clairement que c'est fait pour les enfants. Mais je trouve que c'est quand même très divertissant. C'est parce que oui, en fait, je vous en parle, mais c'est parce que j'ai déjà lu le premier tome, en fait. Aussitôt rentrée de mon séjour d'une journée à Metz, aussitôt lu, en tout cas pour le premier tome. Et en fait, ce que je trouvais trop mignon dans ce manga, c'est aussi les situations que l'autrice, je pense que c'est une femme, Konami Kanata, en tout cas que l'autrice, dépeint, en fait. C'est clairement hyper réaliste. D'ailleurs, j'ai fait lire hier à mon mari plusieurs chapitres en disant « Tiens, regarde, on dirait Lium !» Et effectivement, c'est exactement Yumi. Et du coup, là, ce qui est hyper drôle aussi, c'est que en fait, on est dans la tête du chat en même temps qu'on suit les dialogues des humains. Et c'est hyper drôle de voir pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses. Notamment, il y a un jouet comme ça où son maître se réjouit de le faire jouer. Donc, il lui montre « Tiens, regarde, c'est un petit culbuto, tu dois appuyer comme ça sur sa tête. » Et le chat, au final, il le fait pas. Et donc, l'humain, il se dit « Mais enfin, il est con ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il joue pas au jeu ?» Et en fait, il y a le chat qui dit « Humain, c'est super drôle ce que tu fais. Vas-y, continue. »
Et nous, on a exactement ce même problème avec Yumi. On a un espèce de petit culbuto qui distribue des croquettes quand il appuie sur sa tête. Sauf qu'en fait, il le fait jamais fonctionner. Et donc, c'est toujours nous qui venons et qui disons « Allez Yumi, vas-y, fais-le fonctionner » en lui montrant comment ça fonctionne. Mais en fait, il est pas du tout con. C'est juste que c'est beaucoup plus facile que nous, on le fasse fonctionner. Ainsi, les croquettes, elles tombent et il doit pas le faire lui-même, quoi. Voilà, il gagne de l'énergie, il gagne du temps, il est malin en fait, c'est nous qui sommes complètement stupides. Enfin bref, donc voilà, donc plein de petites anecdotes hyper drôles dans lesquelles tous les détenteurs de chats, les propriétaires de chats, ou en tout cas les locataires de chats, parce on vit plutôt chez lui que lui chez nous, peuvent se reconnaître. Donc vraiment, c'est un manga tout choupi, tout mignon. Ça révolutionne pas le genre, comme je l'ai dit, c'est un manga pour enfants de base. Mais c'est vraiment trop chouette, c'est divertissant, c'est beau comme tout. Et donc voilà, donc je suis ravie d'avoir acheté cette nouvelle saga de manga. Je pense qu'il y a une 12aine de tomes en tout, donc voilà, j'ai quand même de quoi faire. Je pense pas que je vais les enchaîner hyper rapidement. Je pense que voilà, là je vais déjà continuer avec le 2e tome dans quelques semaines, quand j'aurai comme ça un entre-deux lectures, quoi. Et peut-être une fois de temps en temps, si je tombe dessus, acheter le tome 3, puis le tome 4. Voilà, pour quand même... J'ai quand même envie de lire l'entièreté de ce manga. Mais voilà, je pense pas que ça va être un manga que je vais enchaîner hyper rapidement comme cela. Donc voilà pour mes achats par rapport donc que j'ai fait lors de ma journée book club à Metz avec mes copines. Sinon, j'ai commencé également ma lecture en cours. Je peux pas trop vous en parler parce qu'en fait c'est un manuscrit que je lis pour la maison d'édition Le Héron d'Argent. Donc je fais partie du comité lecture et de temps en temps comme ça je reçois un manuscrit que je dois lire, commenter et puis envoyer mon commentaire donc à la maison d'édition pour qu'elle décide si oui ou non elle va publier le livre. Donc là je suis en plein dedans, j'ai lu la moitié, je pense que je l'aurai terminé peut-être mardi ou jeudi, parce que mercredi j'ai une soirée de prévu, mais voilà, ça se lit quand même assez rapidement, je suis à la moitié, donc je l'aurai, en tout cas avant la fin de la semaine, je l'aurai terminé. Mais sinon, hier, j'ai sorti une petite BD de ma palle que j'ai lue. Mais comme je vois que je suis déjà à 32 minutes de blabla, je pense que je vais laisser le suspense un petit peu planer et je vous présenterai la BD que j'ai lue dans le prochain vlog. Et je vous dirai également ce que j'en ai pensé, bien évidemment. Et voilà, c'est sur ce petit mystère que je clôture on est quoi, 36e vlog? Oui, ce 36e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques.